L'opinion ou les réponses de nos panélistes sont des réflexions personnelles basées sur leurs connaissances et expériences professionnelles. Il est fort possible que leur opinion diffère de la vôtre. Précédemment, dans l'apport collectif. Donc, juste un petit résumé assez rapide. En 2024, l'AMP a le rôle de surveillance et de contrôle. L'AMP a le rôle d'enquête. Je pense que le fait d'avoir un big à Montréal, ça l'a amené à vouloir avoir une couverture métropolitaine. Parce que bon, si le big à Montréal fait une intervention sur un fournisseur ou bloque un fournisseur. Il faut savoir qu'un tel processus de gestion des plaintes s'applique au processus d'appel d'offres public et non pas sur invitation, au processus d'homologation, de qualification de prestataire. Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Apport collectif. Balado où 3 experts de la chaîne d'approvisionnement, de la gestion contractuelle et de la logistique du secteur public ou municipal apporteront à la table de discussion leur narratif, leur argumentaire sur différents enjeux et questions entourant la chaîne d'approvisionnement. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William de l'Université McGill et j'agirai à titre de modérateur. Nos 3 panélistes pour cet épisode sont Marie-Michel Boudria, Maître Patricia Girard et Maître Antoine Martin. Mesdames et messieurs, les objectifs de l'apport collectif sont entre autres de valoriser la profession d'approvisionneur et d'offrir une source d'information aux professionnels œuvrant dans la chaîne d'approvisionnement du secteur public ou municipal. Panélistes, pour cet épisode, nous discuterons des appels d'offres et contrats de construction touchant plus particulièrement les grands projets d'infrastructure. Mais avant de se lancer dans les questions, j'aimerais qu'Antoine nous fasse une présentation, afin que ceux-ci moins familiers avec la construction soient en mesure de bien suivre l'épisode. Antoine, pourrais-tu, s'il te plaît, nous donner un cours Appro 101? Certainement, mon cher Patrick. Je me lance là-dedans avec les interventions sporadiques de mes distingués collègues. N'ayez crainte. Les grands projets, c'est en fait un terme qui est issu beaucoup de la fameuse directive sur les projets majeurs d'infrastructure publique, qui est adoptée par le Conseil du Trésor, qui s'applique globalement aux organismes qui sont soumis à l'application de la loi sur les contrats des organismes publics, la LCOP ou la LCOP, qu'on applique souvent. Puis, essentiellement, c'est un projet qui porte sur une infrastructure et dont le montant s'élève à plus de 50 millions de dollars. C'est fondamentalement le critère simple pour déterminer, qui permet de déterminer ce qui est un projet majeur ou un grand projet lorsque vous êtes un organisme soumis à la LCOP. C'est un projet de plus de 50 millions de dollars. Donc, de simplifier comme ça, il y a quelques autres critères de complexité qui peuvent être pris en compte, mais globalement, dès qu'on atteint le montant de 50 millions de dollars, ça va être très difficile de faire croire à quiconque qu'on n'est pas dans le cadre d'un projet majeur, donc d'un grand projet. Et je sais, Marie-Michel disait que dans le monde municipal, c'est pas cette distinction-là ne s'applique pas très exactement. Exactement, c'est ça, j'allais intervenir, Antoine. Tu as tout à fait raison. En fait, pour les municipalités, la directive sur les projets majeurs d'infrastructure publique s'applique uniquement lorsque le programme de subvention de l'infrastructure qu'on souhaite construire l'exige. Donc, les municipalités n'ont pas à suivre ça si, évidemment, il n'y a pas un programme de subvention là, qui l'impose. Ceci étant, les municipalités peuvent tirer des enseignements importants des principes et des exigences là, de la fameuse directive. Donc, d'ailleurs, on devrait appliquer là, certains des principes là, qui découlent de ça à la majorité de nos projets qui sont structurants pour la municipalité ou encore des projets de construction qui ont un niveau de complexité ou qui ont des particularités. Donc, c'est pas inintéressant, par contre, de s'y intéresser là, comme municipalité. D'accord. En effet, le grand projet, essentiellement, ça permet ça, et ça fait en sorte, en fait, qu'intervient pour la réalisation de ce projet-là à divers degrés et selon diverses modalités, la SQI, qui vient à ce moment-là, qui va jouer un rôle de plus en plus important selon la nature des projets, selon les organismes visés,
dans la réalisation de ces projets. Donc, Antoine, oui, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi la SQI? la SQI, c'est la Société québécoise des infrastructures, qui a été créée par la loi sur les infrastructures publiques, qui en fait a consommé la fusion entre Infrastructure Québec, qui existait, et la Société immobilière du Québec. Deux grands organismes, donc déjà qui géraient un peu séparément diverses catégories de programmes d'infrastructure. Et hop, on a récupéré ça pour l'appeler la Société québécoise, donc des infrastructures, qui est chargée de gérer tout le parc immobilier du gouvernement du Québec. Et fondamentalement aussi, il y a une composante d'expertise en gestion de projet et en réalisation de projet. Et la SQI a la responsabilité notamment de régler, de répondre à tous les besoins d'immobilier de divers ministères, notamment dans le domaine de la santé. Et la plupart des autres organismes publics aussi sont soumis à ça. Il y a des transports qui en sont exclus, mais globalement, la SQI, c'est l'espèce de grand, comme son nom l'indique, Société québécoise des infrastructures. C'est le bras immobilier du gouvernement du Québec. La SQI va devoir avoir à intervenir. Il risque fort de gérer, dans la plupart des cas, la plupart des grands projets, le mode d'approvisionnement, et il va participer beaucoup à la sélection du mode de réalisation de ces grands projets-là. Parce que les modes de réalisation, ils sont divers, ils sont multiples. Il y en a toute une panoplie qui doivent être adaptés et pour lesquels on doit choisir le bon mode de réalisation pour le bon projet. Il y a divers critères qui nous permettent d'y arriver. Mais je te demanderais, Patrick, là, je vais te préparer une espèce de petit continuum, une diapositive qui vous montre un peu comment on définit puis comment s'établit la nomenclature des modes de réalisation. Et voilà. Vous voyez donc, essentiellement sur cette diapo-là, j'ai des petits pictogrammes où on voit une grue, ce qui symbolise la construction. Après ça, une espèce de ce qui a l'air d'un petit plan qui symbolise la conception d'un ouvrage. On a après ça une pile d'argent pour signifier le financement de la réalisation des travaux et des activités liées à un projet. Puis en bas, on a quelqu'un qui semble picosser sur une machine, donc ça symbolise l'entretien. Je ne me souviens plus exactement du petit pictogramme à côté, signifiant le maintien actif. Donc essentiellement, c'est les 4 grandes composantes du cycle de vie d'une infrastructure qu'il faut toujours concevoir, il faut la construire, il faut que quelqu'un en décide les plans et devis, il faut que quelqu'un en réalise la construction, il faut que quelqu'un paye pour la réalisation de ces activités-là, à un moment ou à un autre, ça finit toujours par être le donneur d'ouvrage, mais on peut demander à quelqu'un de financer la construction jusqu'à temps que ce soit terminé. Puis après ça, il y a l'entretien et le maintien des infrastructures qui, idéalement, il faut faire. Les gouvernements sont assez bons pour ne pas les faire, mais il faut quand même pas les oublier, cette composante-là, dans le cycle de vie d'une infrastructure. Et c'est fondamentalement ça qui fait en sorte, qui donne la qualification des modes de réalisation. Je vois que tu veux intervenir, Oui, Marie-Jo. Antoine, j'avais une question pour toi. Tu sais, je regarde ton continuum, puis tu le placerais où, le mode gérance de construction? Il est à l'extrême gauche du truc, dans les modes dits traditionnels. C'est parce que ma nomenclature est très fondée sur le transfert de... Tout change à partir du moment où on transfère la conception de la réalisation d'une infrastructure à une équipe. On dit ici un partenaire privé, précisément, puisqu'on parle de l'ordre d'ouvrage public. Quand c'est pas l'organisme lui-même qui réalise la conception, qui la fait réaliser par un consortium, normalement, parce que ça prend un concepteur et un constructeur, là, on change complètement la donne. Et c'est le marqueur. Donc, les premiers modes qu'on voit là, c'est des modes qu'on appelle traditionnels, que sont l'entreprise générale, par laquelle, en effet, l'organisme public réalise la conception de son ouvrage, mais au grand complet. Des plans et devis pour construction prêts à partir, et on lance un appel d'offres pour strictement avoir quelqu'un qui va nous faire la construction de l'ouvrage qui est entièrement conçu. On va avoir un prix pour réaliser un ouvrage qui est tout prêt à être construit, avec tous les enjeux que ça peut présenter. Si on n'a pas soumis ces personnes, s'il n'y a pas un constructeur qui n'a jamais regardé ces plans-là, qui n'a pas trouvé des petits problèmes qu'il peut y avoir, mais peu importe, on conçoit l'ouvrage au grand complet. L'autre mode dit traditionnel, c'est justement la gérance de construction, dont tu me parlais, Marie-Michel, qui est assez semblable. C'est le principe, le donneur d'ouvrage garde la conception et réalise lui-même par des professionnels qui ont embauché ou des professionnels à son service toute la conception de son ouvrage, mais il procède par lot. Il morcelle la réalisation que la construction en divers lots. Un peu comme le fait un entrepreneur général.
Mais là, au lieu d'attendre d'avoir tout conçu, de lancer ça, puis de laisser un entrepreneur général, lui, solliciter des sous-entrepreneurs, mais là, c'est le donneur d'ouvrage qui joue un peu ce rôle-là. Il dit, ben tiens, là, j'ai un lot, il faut commencer par l'excavation. Une fois que l'excavation est prévue, qu'il y a de la conception, qu'on sait où on doit excaver, ben hop, on lance un lot de construction, on lance un appel d'offres pour obtenir les services de quelqu'un qui va faire l'excavation. Et ainsi de suite, à mesure qu'on avance, ça a le grand avantage de permettre au projet de commencer plus vite, de ne pas attendre que toute la conception soit faite. Ça permet de voir arriver certains problèmes d'avance. Et pour s'aider là-dedans, c'est là que l'organisme public s'engage un gérant de construction. Le gérant, c'est pas lui qui retient les services des sous-entrepreneurs, contrairement à un entrepreneur général. Lui, il conseille l'organisme public, les aide. C'est lui qui regarde tout ça. Il suggère quand lancer les lots, quel lot lancer comment. Il s'assure il aide un peu justement à trouver où est-ce qu'il y a des problèmes d'interface peut-être entre les différents lots de construction. Donc, le gérant de construction, c'est pas lui qui est responsable de, du travail des sous-entrepreneurs. Il les supervise, mais il n'y a pas de contrat avec eux. S'il y a un problème, c'est pas lui qui poursuit les sous-traitants ou qui doit obtenir la bonne exécution du sous-traitant. C'est la responsabilité du donneur d'ouvrage qui lance des appels d'offres. Beaucoup, ça fait un festival de l'appel d'offres, des projets en gérance de construction. On a beaucoup à lancer. Mais c'est Et le avec, principe. et avec toutes les responsabilités de maître d'œuvre Exactement. qui reposent sur le donneur d'ouvrage, j'imagine. Ça dépend. Généralement, ça varie beaucoup d'un projet à un autre. J'ai eu le choix où on confiait cette responsabilité de CSST, CNESST. Mais ça pourrait être une délégation de la responsabilité. Oui. La responsabilité demeure du côté. Oui, exact. Ça Qui peut être délégué, mais ceci dit, c'est quand même la responsabilité. Ça, juridiquement, elle reste là. Donc, ça, ce sont les modes traditionnels où donc c'est le donneur d'ouvrage qui réalise lui-même la conception, qui fait ses plans. Puis si ces professionnels font des mauvais plans, ben, il leur tape ses doigts puis il leur demande de recommencer, paye au fur et à mesure ces gens. Bien qu'on passe la belle ligne rouge que je m'appelais appeler le Rubicon dans mon diapo ici, on passe dans les modes qu'on a appelés alternatifs. Ça, je m'en confesse, j'ai toujours profondément détesté ce terme-là parce que c'est un vilain calque de l'anglais. On s'est inspiré, les Ontariens se sont mis à lancer les modes qu'on va voir là, à part même la conception-construction, en disant que they were delivery methods that used, donc des modes de réalisation qui utilisent alternative financing and procurement methods. Donc, avec des modes d'approvisionnement et de financement, surtout différents des modes traditionnels. Donc, les modes, they're not alternative. They have alternative financing and procurement. Donc, il y a un financement ou un approvisionnement qui sont différents. Mais ce pas des modes eux-mêmes qui sont des modes alternatifs. Alternatif, ça nous laisse entendre que des fois ils marchent, des fois ils ne marchent pas. C'est pas trop sûr, ça alterne. C'est une alternative au mode traditionnel. Hein? C'est ça, à la limite, c'est d'abord le mode principal. Ouais. Oui. Et donc, ça pour dire que peu importe le vocable, c'est bien incrusté dans le milieu un peu partout. C'est les modes traditionnels, les modes alternatifs, c'est bien connu, c'est admis, c'est pratiqué. Donc, je me plie à la réalité, à la force de l'usage. Puis bon, j'utilise aussi des modes alternatifs. Mais donc, les modes alternatifs, c'est tout à coup, au moins, il faut avoir donné la conception, en plus, à une équipe de concepteurs-constructeurs. Parce que là, en effet, ça change tout. On va le voir un peu plus loin, ça change pour le mode même pour l'approvisionnement. L'approvisionnement doit être différent quand on cherche une équipe on cherche quelqu'un qui va faire de la conception et de construction. On ne peut pas simplement dire, tiens, voici, j'envoie certains plans, puis donnez-moi le meilleur prix. Faut qu'on s'assure que tout le monde sache de quoi on va parler. On parle de la même chose, puis qu'on progresse. Je vais revenir sur l'approvisionnement, donc en mode alternatif, une fois que je les aurai tous nommés, mais globalement, on parlait de mode clé en main à une époque. Clé en main, c'est essentiellement conception, construction et financement. Puis là, on l'entend, on le voit, c'est le mode clé en main, on y pense quand un entrepreneur nous propose ça, c'est je te redonne les clés avec un projet que j'ai conçu, j'ai construit et que j'ai financé moi-même, puis tu me payes une fois que tu prends l'ouvrage, tu dis tiens, voici, tu es content, voici ton argent. C'est le conception, construction, financement qui se voit de moins en moins parce que le financement est un peu plus compliqué, ajoute beaucoup de choses, mais on voyait beaucoup de bénéfices à ça. Mais c'est ce qu'on appelait le CCF. Avant,
avant celui-là. Donc, puis celui qu'on voit un peu plus, c'est conception-construction, le design-build, dont les gens parlent, ou DB ou en CC, par lequel, là, on a fait de la conception et de la construction, mais on continue à payer l'entrepreneur au fur et à mesure qu'il réalise les travaux, selon, à mesure que ça avance et autres. C'est donc le mode clé en main. Et celui au bout de ma première ligne, le CCFEM, c'est vraiment ce qu'on désignait aussi les PPP, donc le partenariat public-privé, dans lesquels, là, on avait poussé au maximum, au point où on considérait que c'était même rendu un partenariat avec l'entrepreneur privé pour faire ça. On fiait de la conception, de la construction, le financement des travaux sur une très longue période et l'entretien et le maintien de l'ouvrage pendant une trentaine d'années. Et là, on faisait comme par hasard, c'était l'idée, on faisait financer la construction pour de gros montants, puis donc de gros emprunts. Puis seulement, ils émettaient même des consortiums qui réalisaient ça, ils mettaient des obligations pour remboursement, donc sur 30 ans, comme des obligations gouvernementales. Là. Et on remboursait, nous, on remboursait toute la construction pendant 30 ans, et tout en payant au fur et à mesure des coûts pour l'entretien de l'infrastructure. Il y a quelques plus grands, il y a de très grands PPP là, qui fonctionnent. Le CHUM fonctionne là-dessus, le CUSUM, à Montréal, il y a quelques autoroutes, il y en a 25 et la 30. Et donc là, c'est encore plus fun parce qu'ils se payent, il y a même des revenus de péage qu'ils ont perçus. C'est des bébites absolument fantastiques. Les avocats, c'est des transactions formidables à réaliser. Mais bon, ça a certains enjeux, mais ces modes de réalisation-là sont fort intéressants, puis soumis à un processus de sélection particulier. Je le disais tantôt, c'est presque d'office, quand on entre dans ces modes-là, on a besoin de faire un appel en 2 étapes, avec vraiment la qualification de l'équipe, donc un appel de qualification, on aurait pu l'appeler appel de candidature aussi, dans lequel on sélectionne essentiellement en qualité, on demande la démonstration qu'une soit soumise une candidature dans laquelle chacun des membres nous démontre sa capacité à concevoir, à construire, lorsque le financement est requis, qui ont la capacité financière, la capacité de lever un financement qu'il faut, si on va en PPP, même qui sont capables de faire l'entretien. Mais c'est essentiellement une démonstration de qualité. On veut que les gens, nous s'assurer que les gens sont sérieux, qu'ils nous soumettent les documents qu'il faut. Ça, c'est une évaluation qui est assez rigoureuse. Il faut bien prévoir nos critères, bien les sous-peser ici et ça. Et cette appel de qualification-là est vraiment importante. Excuse-moi, Antoine, dans le sens où, dans un premier temps, on vient s'assurer d'avoir des candidats qui sont de qualité, qui vont répondre à l'appel d'offres, donc ça restreint notre bassin, mais également, ça leur permet de ne pas mettre tous leurs œufs dans le panier, puis de faire une conception complète de bâtiment, un appel de proposition, sans savoir que le bassin est plus limité, fait que ça intéresse quand même les joueurs de savoir là, dans un second temps que c'est un bassin qui est plus restreint, si on veut, là, qui répondra à l'appel d'offres. Oui, c'est ça, pour que ça maximise les chances. C'est pour ça que, avec le temps, il a été déterminé que l'appel d'offres avec 3 candidats qualifiés est probablement la situation idéale. Avec 4, là, chaque proposant qui participe à l'appel de proposition a une chance sur 4 de gagner. Donc, une chance sur 3, là, ils sont capables, tout le monde vit mieux avec ça. Et donc, l'idée, c'est de qualifier 3 candidats, comme le suggérait ou comme le laisser entendre Patricia, pour passer avec eux à un appel de proposition dans le cadre duquel, là, on pousse beaucoup plus loin par rapport à un appel d'offres normal, où là, on propose une forme de ce qui a été désigné puis qui a été élaboré en Europe, qui a été importé ici sous une forme un peu moins poussée, mais quand même qu'on appelle le dialogue compétitif, ce qui est un concept en vertu duquel chacun des soumissionnaires, donc, ou des proposants, a la possibilité, voire l'obligation de participer à des ateliers de discussion confidentiels et bilatéraux en face à face avec le donneur d'ouvrage pour discuter de divers thèmes. C'est principalement des thèmes techniques, habituellement. Il y a toutes sortes d'ateliers sur diverses composantes techniques du projet qui est à réaliser, mais à concevoir surtout, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas tellement d'informations. La conception doit être réalisée. Que ce soit la construction, et sur divers aspects financiers, surtout s'il y a du financement qui est requis, sur les exigences et autres, sur les prix, sur quel type de modalité de financement va être donné, sur les assurances, les cautionnements. Question, puis il y a même, donc, première, des ateliers juridiques, dans lesquels les soumissionnaires peuvent soumettre des commentaires sur le projet de contrat qu'on leur offre, puis on discute, puis on échange, puis tout ça se fait chaque fois séparément. C'est assez exigeant comme processus pour les donneurs d'ouvrage parce qu'il faut mener les mêmes ateliers séparément avec chacun des soumissionnaires. C'est un autre désavantage de n'en avoir que 3.
pour faire dans un second temps un deuxième appel d'offres aussi. Fait que c'est sûr que ça rajoute du travail pour tout le monde. Mais en fait, nous, au niveau des organismes municipaux, là, c'est ce qui est prévu dans la loi sur les cités et villes, une nouvelle possibilité des dernières années. Mais Michel, je pense que vous l'avez d'ailleurs utilisé pour un de vos derniers projets. Oui, on l'a déjà utilisé. Par contre, dans un conception, construction, financement, un CCFEM, par oui. exemple. En fait, c'est un seul et même appel de proposition. Il n'y a pas une deuxième mouture. Les discussions se passent pendant l'appel de proposition. Puis il y a une seule proposition là, qui est déposée. Qui est déposée. En fait, on ne demande pas une deuxième proposition, là, contrairement à ce qui est prévu dans la loi sur les cités et villes, là, comme tu fais référence. En fait, nous, à la Ville de Québec, on a utilisé un processus qui est uniquement prévu pour les infrastructures de transport. Il prévoit justement un seul et même processus d'appel de proposition, qui n'est pas celui-là auquel tu faisais référence. Mais effectivement, il y a différentes moutures là, qui existent. Cette série donc d'ateliers technico-financiero-juridiques qui déroulent, qui mènent généralement à des précisions. On va préciser au départ. J'ai oublié de dire que dans ces projets-là, justement, la conception, évidemment, c'est pas ex nihilo, on ne parle pas de rien du tout pour la conception. On donne des indications, puis là, c'est le grand débat. On parle beaucoup, vous allez entendre le terme, un devis de performance dans lequel on est censé laisser toute la latitude aux équipes. C'est ça, l'aspect compétitif, c'est le grand bénéfice qu'on voyait à ces projets-là où on donne la conception à une équipe. On dit, ben tiens, nous, on a déjà certaines idées, on va lancer ça à 3 équipes qui, on le sait, sont en compétition pour arriver avec le projet le plus intéressant et au meilleur prix. Donc, nécessairement, il va sortir des bonnes idées, des bonnes solutions de ça. Mais pour permettre ça, il faut que les exigences qu'on leur donne, le canevas de départ à partir duquel ils peuvent élaborer leur solution technique, il ne faut pas qu'il soit trop prescriptif. Si on leur dit, vous allez me construire un hôpital de 8 étages avec 12 portes, des fenêtres de telle grandeur, de telle couleur, des planchers de telle couleur, des murs, avec un programme fonctionnel technique qui donne exactement le document que son usager doit utiliser, on perd tout le bénéfice, clairement, d'un processus comme celui-ci. Voilà, exactement. Donc, mais ça, il y a un grand débat de dire, si on leur laisse trop de latitude, ben là, comment on est sûr qu'on a ce qu'on veut, puis sinon, si on leur laisse passer, ben là, pourquoi faire ça? Il n'y a pas de compétition à faire. C'est un grand danger, hein, à mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais soit d'être trop précis, puis justement perdre le bénéfice de demander aux entrepreneurs puis aux concepteurs ce qu'ils sont capables de faire le mieux, c'est-à-dire concevoir puis de construire des bâtiments puis de profiter de leur expertise, ou pas préciser suffisamment, puis là, pas être en mesure de répondre aux besoins là, qui est visé. C'est un des seuls grands dangers de ce programme-là. C'est un jeu d'équilibriste, en fait. Il faut trouver le juste milieu entre laisser trop de latitude puis justement passer à côté du réel besoin versus restreindre finalement la créativité puis la mise en concurrence là, et que permet finalement un devis de performance ouvert. Tout à fait, tu as raison, c'est un grand défi. L'idée était, en fait, ce que les Britanniques avaient écrit là-dessus, parce que c'est les premiers qui ont lancé ça avec leur programme, Project Finance Initiative, ou Private Finance Initiative au départ. Puis après une vingtaine d'années de PPP comme ça, ils y arrivaient que ce sur quoi il fallait surtout se concentrer, c'est de s'assurer dans ses exigences, dans ses performances, d'identifier ce qu'on ne voulait pas. S'il y a des choses qui sont claires, ça, je veux pas ça. Ça, c'est sûr que je veux pas ça. Arrivez-moi pas avec des murs bleus. Non, je veux pas de murs bleus. Il y a n'importe quelle couleur, mais pas bleu. Des murs bleus. Après ça va aller. Au lieu de prescrire, on veut des murs jaunes clairs avec de la teinte. C'est vrai que c'est contre-intuitif. C'est vrai que c'est contre-intuitif d'aller dans qu'est-ce qu'on veut pas, hein. C'est plus une certaine chose, tendance. Puis on sait que ça marche pas. Donc, arrivez-nous pas avec ça, on voudra pas. Puis, je vois que c'est une bonne façon, un bon point de départ pour des professionnels que tu embauches pour donner ton programme fonctionnel et technique ou donner ton devis de performance, prévoir ça comme des performances. Mais bon, ça, c'est un grand jeu d'équilibriste, en effet, comme vous le dites. Mais donc, on parle de ça. Mais pour que ça soit utile, les ateliers techniques, là, vous comprendrez à quel point c'est pertinent. Ils ont un canevas à partir duquel il y a plusieurs solutions possibles, plusieurs solutions possibles, peuvent émaner. Et là, ben,
c'est utile d'en discuter avec le donneur d'ouvrage. Ben là, si on vous propose ça, ça a l'air de marcher, ça convient à votre besoin. Je dis, tiens, ça, c'est intéressant. Et là, on en discute, on échange, où justement, là, ça permet de, oh non, oubliez ça, non, ça ne nous intéresse pas. Non, 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 ça ne fonctionnera pas. On ne veut pas ça. Et donc, mais c'est des problèmes classiques en réalisation, à mesure qu'avance la conception, est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose? Bon. Et voilà, on a atelier, donc, tout ça, puis qui doivent mener au dépôt, éventuellement, une fois que les proposants ont pu avancer leur solution, discuter et autres. On espère qu'ils ont accumulé suffisamment de connaissances et de compréhension du projet pour être à l'aise à soumettre un prix qui ne sera pas trop gonflé pour faire face aux incertitudes, évidemment. Ils nous soumettent donc une proposition technique, donc un aspect strictement technique, là, les plans et devis de la solution à laquelle ils sont rendus, pour démontrer qu'ils ont compris notre besoin, que ce qu'ils proposent va répondre à notre besoin, et une proposition financière. Il y a nécessairement un prix, mais ça va dépendre du type de projet. Est-ce que ça inclut le financement ou pas? En PPP, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus compliqué de savoir en fait ce qu'inclut le prix, mais une proposition financière dans laquelle on a généralement un coût global du projet de construction qu'on évalue, donc ça se Peut-être, avec l'offre. si je peux mentionner une particularité au monde municipal, outre la disposition qui est très particulière pour les infrastructures de transport, dans la disposition de la loi sur les cités et villes qui permet le dialogue, malheureusement, on ne peut pas séparer le dépôt technique et financier. Donc, c'est une difficulté que les municipalités ont lorsqu'ils veulent se lancer là, dans ce genre de processus-là. Donc, je voulais faire la petite parenthèse là, applicable aux municipalités. Tout à fait pertinent. Tout à fait pertinent. Et là, donc, le principe qui en découle, c'est qu'en bout de ligne, donc, on conclut un contrat avec le soumissionnaire qui nous a soumis la solution technique, une solution technique qu'on juge conforme, qui va répondre aux besoins, et avec un prix qu'habituellement on fait varier, qu'on ajuste en fonction de la qualité. Il y a cette possibilité-là. Je sais qu'il y a des données aussi dans la série, par une formule qui est, je ne sais pas qui y a pensé, mais c'est particulière d'ajustement de prix en multipliant des sous-points. C'est assez compliqué, mais c'est possible aussi. Dans la LCOP, c'est un peu plus encadré, notamment dans le règlement 5 de la loi sur les contrats des organismes publics. Si je peux me permettre, dans la fameuse disposition à laquelle on fait référence, oui. Il n'y a pas de formule qui est prescrite. Alors, il n'y a plus? OK. C'est possible. En fait, il y a un processus qui s'appelle l'appel d'offres en 2 étapes qui, elle, prescrit une formule, mais dans le processus qui permet le dialogue, il n'y a pas de formule prescrite. En fait, il faut donner un ratio qualité versus prix. Par exemple, on pourrait dire que 70% de la note va être la qualité et 30% va être le prix. Et c'est à nous de déterminer là, la formule mathématique qui va venir, qui va venir finalement déterminer le gagnant. OK, c'est intéressant. Oui, donc c'est ça, le but étant, Marie-Michel, donc il y a des grands principes, c'est qu'on peut en effet attribuer, il y a une formule qui permet donc de pondérer le prix, de le diminuer fondamentalement en fonction de la qualité qu'on a évaluée. Donc, plus une offre est de qualité, normalement, plus son prix va être ajusté à la baisse. Antoine, donc le avec prix est ajusté virtuellement en fonction de la qualité. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est purement une question d'évaluation et d'adjudication. On ne touchera pas le prix lui-même. Le prix est à faire et celui qui est à faire. C'est le prix va être réalisé. Mais pour les fins de la comparaison des prix qui nous sont soumis, on est prêt on fait le pari qu'une solution de meilleure qualité vaut la peine d'être favorisée jusqu'à un certain point. Et qu'on est donc prêt à faire varier ou à ajuster le prix pour les fins de l'évaluation entre les 3 propositions pour que celle qui nous offre la meilleure qualité puisse être ajustée, puis à la limite, donc, mieux se classer et offrir le plus bas prix ajusté en bout de ligne pour mener à l'adjudication du contrat. Donc, c'est un processus qui est assez costaud, vous pouvez le voir. Donc, il faut faire une évaluation de la conformité, une évaluation de la qualité. Ça aussi, c'est un bon jeu d'équilibre, à savoir c'est quoi le bon ratio à appliquer d'après le projet pour en venir à un résultat qui va se tenir finalement, là, suivant l'évaluation que vous faites. Effectivement. Effectivement, puis on se rend compte que souvent les prix sont tellement pas en écart majeur que
ça prend vraiment une coche de qualité, une bonne distance au niveau de la qualité pour vraiment venir faire basculer les. Oui, exactement. Parce qu'en fait, la loi sur le règlement 5, donc, qui est celui sur les contrats des travaux de construction des organismes publics, le RCTCOP, on le calcule, prévoit, lui, un maximum comme ça d'ajustement possible de 15 sauf que peut-être à part le premier projet qui s'est fait comme ça où le Trésor était rébarbatif à l'idée. Maintenant, tous les projets qui se réalisent, les organismes publics demandent au Trésor d'exercer le droit qu'il détient en vertu d'un article de la LCOP, là, de permettre des mesures différentes, des dérogations aux dispositions du règlement, puis tout le monde demande un pourcentage d'ajustement plus grand que 15 Ben oui. Le plus souvent, on le voit jusqu'à 30, mais il pourrait peut-être aller plus, puis j'ai pas vu encore accepter d'évaluation qualité à plus que 30 Ils auraient l'attitude pour y aller, mais à 30 ce qui est à peu près la norme, mais Marie-Michel avait bien raison. Euh, le- Malgré tout, même à 30 avec la formule d'ajustement qui est là, le poids relatif du prix le plus bas est toujours beaucoup plus important. Un entrepreneur a toujours plus avantage à y aller avec un prix, à plonger avec un prix plus bas que d'essayer d'avoir un prix un peu plus haut et d'espérer que la qualité va lui permettre de l'ajuster. Mhm. Un prix plus bas risque toujours, dominera toujours, même avec un gros écart de qualité. J'ai cela dit vu une fois un résultat s'inverser dans un appel d'offres. C'était pas une grosse affaire, c'était justement un petit ajustement qualité, mais ça a mené l'ajustement entre le deuxième et le troisième. Donc, ça n'a rien changé sur le résultat d'appel d'offres, malheureusement. Ça arrive. Donc, c'est sur les projets en mode alternatif, gros processus de sélection, compliqué avec beaucoup de composantes qui jouent les unes les autres, encore beaucoup d'importance sur le prix. Ouais, puis il faut dire aussi que c'est des processus là, qui durent plusieurs mois, donc faut quand même s'atteler là, lorsqu'on souhaite se lancer là-dedans. Il faut savoir que le processus de dialogue va amener beaucoup de délais. Puis évidemment, ben, comme on est en conception-construction, puis qu'on souhaite obtenir un prix, ben évidemment, il faut laisser le temps aussi aux soumissionnaires hein, de développer une conception de référence pour être capable là, de fixer un prix finalement sur notre devis de performance. Ben, tout à fait. Puis même si tu ne ferais pas de processus de discussion, même si on utilisait un processus à double étape comme une qualification, puis dans un second temps, une conception-construction, par expérience, c'est quand même plusieurs mois là, qu'il faut utiliser. Puis même si vous mettez un délai qui est très long, on risque d'avoir des demandes de report. Puis compte tenu que notre bassin de soumissionnaires, on l'a dit tout à l'heure, est déjà très restreint, ben clairement que vous allez le donner, puis vous allez vivre avec les délais que ça va prendre là, pour obtenir un certain avancement de conception assez pour être capable de l'évaluer correctement. Là. C'est ça, mais en contrepartie, on dit que c'est comme on a eu à concevoir moins nous-mêmes avant de lancer ce processus-là, on gagne quand même ce délai-là. Parce que sinon, si on allait en entreprise générale, il fallait attendre la conception de tout, de chaque raccoin puis de chaque couleur de boulon. Et d'écrou, c'est nécessairement plus long avant de lancer un appel d'offres. Puis ça fait plus vite, là, mais on fait le pari qu'on va sauver du temps aussi en termes de délai dans la construction elle-même, puis qu'on va sauver des coûts quand même en termes d'extra. C'est quand même un pari, à mon avis, qui est gagnant. Et l'autre grande caractéristique de ces modes-là, de ce processus de sélection-là, c'est, contrairement à ce qu'il fait habituellement, on prévoit un montant on verse une indemnité aux soumissionnaires qui ne sont pas sélectionnés. Donc, aux deux perdants de l'appel d'offres, on leur verse un montant qu'on estime. Il y a toutes sortes de critères, toutes sortes de tendances. Les derniers échos que j'en ai eus, on envisageait leur verser un montant qui correspondrait à peu près à 50 des coûts estimés de développement d'une proposition comme montant d'indemnité. Parce qu'il y a une bonne idée. J'ai toujours jugé que c'était pas de l'argent qui était perdu, ça. Ça encourage les soumissionnaires à faire l'effort qu'il faut. Les soumissionnaires ont mis beaucoup d'énergie dedans aussi pour mettre leur soumission. Énormément de travail à mettre là-dedans, absolument. Il faut pas que ça soit en pure perte. Parce que sinon, si on connaît le principe, c'est parfaitement logique économiquement qu'il faut qu'ils se rattrapent. S'ils en perdent plusieurs, mais la fois quand ils bident sur un projet, il faut qu'ils se mettent une petite réserve pour espérer récupérer un peu de ce qu'ils ont perdu sur les autres projets où ils ont été perdants. Donc, c'est vraiment pas de l'argent mal placé que d'ajuster un peu à la hausse le montant des indemnités, à mon sens. On a de la vie.
Ben là, il nous dit, on a vu la première portion, la flèche noire de ma diapo, qui sont les modes qu'on qualifie maintenant de modes classiques. Parce que c'est plus assez de distinguer entre les traditionnels et les alternatifs. Il faut mettre une nomenclature pour désigner ce groupe de deux modes-là, ces deux familles de modes-là, on peut les appeler les modes classiques, dont les caractéristiques fondamentales sont essentiellement qu'on a un transfert des responsabilités. Je disais tantôt, quand on confie la responsabilité, c'est quand on transfère la conception à l'entrepreneur, ben, il assume toute la responsabilité de la conception et tous les risques liés à la conception, notamment le risque de prix. Il donne un prix forfaitaire. Tous ces modes-là sont basés sur le principe que c'est un prix forfaitaire, fixe. On donne un prix, puis je vais réaliser à ce prix-là, contrat d'entreprise du Code civil du Québec. Les principes sont là, 2098, on explique c'est quoi un contrat d'entreprise, c'est un prix fixe. Si le prix est plus cher, si ça coûte plus cher à l'entrepreneur de le faire, tant pis pour lui, à moins qu'il puisse démontrer que c'est pas de sa faute ou qu'on lui annule d'une façon ou d'une autre. Puis à l'inverse, si ça lui coûte moins cher, grand bien lui fasse, on avait accepté le prix, il est fixe. Il est censé être fixe, là, il ne l'est pas toujours, on le sait pour avoir passé là-dedans, il risque toujours d'y avoir des événements, mais le principe, c'est qu'il s'engage à réaliser les responsabilités qu'on lui confie pour un prix forfaitaire fixe. Il y aurait peut-être une petite nuance, Antoine. Certains contrats, là, quand on pense surtout aux contrats dans le domaine du génie civil, vont avoir certaines composantes à prix unitaire aussi. Donc, en fait, il y a un certain nombre d'items là, qui vont être à forfait, mais d'autres items, on va permettre une variation, évidemment, d'un prix unitaire ferme. Mais s'il y a une variation au niveau de la quantité, ben on va l'ajuster là, en conséquence. Donc, des contrats mixtes existent aussi là, dans ces modes. Puis peut-être avant d'entamer là, ces modes là qui sont moins applicables peut-être au domaine municipal là, concernant compte tenu du fait qu'on a une disposition à la base qui dit que les prix pour lesquels nos fournisseurs soumissionnent doivent être soit des prix forfaitaires ou des prix unitaires, mais ces modes-là pour l'instant sont plus ou moins applicables là, au monde municipal, mais très intéressant. Puis je suis certaine qu'on a beaucoup à apprendre. Oui, puis qui sait, peut-être que comme pour la LCOP, on aura des ajustements législatifs dans les prochaines années qui vont nous permettre justement de basculer du côté droit de la diapositive. C'est ça. Donc, on arrive sous la flèche rouge dans les modes dits collaboratifs. Puis ici, vraiment, on va distinguer vraiment très clairement. C'est pour ça que j'insistais tantôt sur le fait que c'était un transfert de risque et de responsabilité et en contrepartie d'un prix forfaitaire sur les deux caractéristiques qu'on juge fondamentales des modes classiques pour les opposer aux modes dits collaboratifs dans lesquels, là, au contraire, il n'est plus question de transférer la responsabilité, mais bien de la partager. C'est que les parties, dans ce mode-là, les modes que j'identifie ici sont la RPI pour réalisation de projets intégrés, qui est la traduction de Integrated Project Delivery, ou IPD. Donc, vous allez entendre les deux, là, en RPI, en IPD, qui est un mode pas particulier, puis son corollaire encore plus, je dirais plus licorne, ou plus optimiste, qui est le mode alliance, mais qui est une variation où les principes fondamentaux restent les mêmes. Et comme vous le voyez, au lieu d'avoir cette fois-ci un continuum, j'ai mis un cercle où toutes les parties s'entendent et réalisent ensemble et partagent les risques afférents à chacune des grandes composantes d'un projet d'infrastructure. On exclut l'entretien, puisque pour l'instant, conceptuellement, ça ne marche pas tellement, mais la conception, la construction, puis bon, le financement est encore un peu moins pertinent, mais conceptuellement, il est là aussi. Tout ça est ensemble. Les parties signent un contrat unique, donc un contrat qui est conclu entre un concepteur, un constructeur, au moins, et le donneur d'ouvrage, puis possiblement d'autres sous-traitants importants. Mais essentiellement, on amène tout le monde à la table pour qu'on réalise le projet ensemble. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est vraiment, habituellement, on a sélectionné les parties prenantes qu'on juge les meilleures pour réaliser le projet dans les circonstances. Les processus de sélection, il y a toutes sortes de façons, mais comme il n'y a pas d'approche qui est ferme et fixée au Québec encore, je ne me lancerai pas dans tout ça. Puis conceptuellement, disons qu'on retient les parties avec lesquelles on veut réaliser le projet. Et avant même de se lancer et de dire, tiens, voilà un prix, on conçoit l'ouvrage
ensemble, donc avec le concepteur, le constructeur et le donneur d'ouvrage qui sont assis à la même table ou au même bureau, selon vos préférences de mobilier. Et on discute et on établit vraiment, on conçoit le projet ensemble. Donc, là, on a le constructeur qui dit: Oh, c'est bien cute, là, que tu veux me faire ces trucs-là en porte-à-faux, mais ça coûte une fortune, ça, là. T'es sûr que c'est comme ça que ça va fonctionner? Ben, attends, comment est-ce qu'on pourrait faire? Puis, c'est pas, mais si t'as aussi l'ingénieur mécanique qui dit: Ouais, mais c'est beau, mais là, mes tuyaux, je vais y passer comment? Donc, Ou les on délais de marche livraison des sont idées. incroyables pour ce matériau-là actuellement. Je change de matériau, tu sais, Et là, on le fait ensemble et l'estimation, ça, c'est la grande, grande, grande différence, se fait justement à livre ouvert. Chacun amène, dit: Regarde, voici, moi, c'est ça que ça va coûter. Pourquoi ça va coûter ça? On s'obstine, on se remet en cause, on se challenge sur tout ce qui est proposé et on s'assure que, une fois qu'on arrive à une estimation complète, en mesure qu'on a avancé la conception beaucoup plus loin, qu'on a pu discuter, chacun a pu amener ses points de vue, puis on voit une conception arriver, donc ça ne nous plaît pas. Peut-être que ça ne te plaît pas, mais c'est beaucoup moins cher, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça? On trouve les solutions ensemble et on établit donc les exigences ensemble, l'échéancier ensemble, et en bout de ligne, on estime le coût du projet qu'on ne considère pas à ce moment-là comme un prix fixe ou un prix forfaitaire, mais bien un coût cible du projet. On mis le coût cible, on dit prix cible, mais je n'aime pas l'idée de prix. Prix, c'est quelque chose de ferme pour moi, je préfère largement. Le coût cible, c'est le coût auquel on pense qu'on est capable de réaliser le projet. Et là, la grande différence par rapport à ce qui se fait habituellement, c'est qu'on a évalué le projet ensemble. Le concepteur est là, le constructeur est là, le donneur d'ouvrage, et tout le monde, c'est ça, on collabore largement à livre ouvert. On a vu les factures de tout le monde, les estimations. Il y a même des tiers qui peuvent intervenir pour nous aider dans l'estimation s'il faut. Puis on n'estime pas juste les coûts, on fait ce même exercice-là avec les risques. On se fixe une réserve pour les risques et les contingences. On évalue tout ça ensemble. On dit: Oh, t'attends le métro, là. Il y a toutes sortes de façons là, dans lesquelles on peut jouer si on n'arrive pas à s'entendre. On peut exclure certains risques. Ici, il y a toutes sortes de modalités possibles, mais globalement, c'est qu'on arrive à un prix avec estimation de coût de construction, risque, qui a été évalué, quantifié ensemble, avec lequel tout le monde est d'accord. Mais c'est Et vraiment après ça, intéressant on peut parce que trouver. Oui, vas-y. on tombe dans une situation qui est davantage gagnant-gagnant, partenariat, versus une situation où il y a toujours un gagnant, un perdant, hein. Soit le donneur d'ouvrage s'enrichit sur le dos d'un pauvre entrepreneur qui laisse sa chemise, soit l'entrepreneur fait de l'argent sur le dos du trésor public. On tombe dans une relation qui est un petit peu plus une dualité versus une situation où là, on a vraiment un gagnant-gagnant. Le trésor public est gagnant s'il y a des économies, l'entrepreneur l'est également. Fait que c'est vraiment c'est un mode qui est très intéressant à entendre puis à se faire. Parce que là, tu as même devancé certaines des caractéristiques desquelles on n'a même pas parlé. En effet, on estimait un coût cible, mais là, une des grandes caractéristiques fondamentales desquelles je n'ai pas parlé, donc, qui s'introduit bien ici, c'est une fois qu'on a mis ce coût cible-là en place, les parties s'entendent que elles vont à la fois partager les économies qui vont résulter de la réalisation du projet. Si on arrive en dessous du coût cible, puis qu'il y a des économies par rapport au coût cible, on va partager entre les parties selon des proportions déterminées, mais c'est généralement 50-50, le donneur d'ouvrage et l'équipe de réalisation du projet. On va partager avec eux les économies. Mais à l'inverse, s'il y a des dépassements de coûts, ça, c'est la grande révolution par rapport à tous les autres modes. C'est qu'ici, ils vont mettre une part, chacun des membres de l'équipe de réalisation met une part de ses profits à risque. Leur profit ne leur est versé, en fait, tous les exercices dont je vais parler tantôt d'estimation et autres, j'ai oublié de mentionner, mais c'est toujours hors profit. C'est selon des pourcentages qui auront été convenus à l'avance, qui est généralement le même que celui des partages des économies. Je dis, ben, si on dépasse à l'inverse aussi, vous allez chacun contribuer à votre façon, vous allez perdre un peu de votre profit qui va venir compenser ce qu'il en coûte de plus au donneur d'ouvrage pour réaliser son projet. Et ça, ce mécanisme-là se réalise et a son corollaire dans une révolution vraiment par rapport à ce qu'on fait maintenant. C'est que les parties, dans le donneur d'ouvrage, que tous les membres de l'équipe de réalisation, tout le monde renonce à se poursuivre. Les parties, à part pour évidemment quelques exceptions, tu peux aller pour la faute lourde, tu pourrais à la limite mettre certaines Les droits réserves de aussi. propriété intellectuelle. Sur des détails sur lesquels tu dis, regarde,
souvent, c'est comme pour les changements de contrôle, c'est des affaires de même où là, tu dis, écoute, là, on veut bien collaborer, là, mais si tu t'agis en épais de ton côté, puis unilatéralement, pour des choses que tu contrôles entièrement, là, ça marche pas. Mais le principe est vraiment que si l'entrepreneur est en retard, et que ça peut être parfaitement par sa faute, il a été négligent ou négligent, sans être, que ce soit une grossière négligence, qui a été un peu nonchalant, puis oups, il a manqué un délai, puis il y a un délai de livraison, puis c'est livré plus tard, puis ça coûte plus cher. Tant pis, on ne le poursuit pas. Il n'y a pas de droit, on n'a pas le droit, on a renoncé à se poursuivre sur ces enjeux-là. Idem, si une décision de l'autorité publique tarde, ou du donneur d'ouvrage plus généralement tarde, puis ça ralentit l'entrepreneur, ben, tant pis. Mais le corollaire est donc que dans toutes ces situations-là, le donneur d'ouvrage paye tous les coûts qui sont encourus. Donc, essentiellement, c'est ceux qui sont familiers avec le concept de cost plus ou de temps matériel, c'est fondamentalement ça. On paye tous les coûts qui sont encourus, puis on fait le total à la fin seulement, puis on regarde est-ce qu'on est arrivé en dessous ou au-dessus du coût cible. Et selon qu'on est arrivé en dessous ou au-dessus du coût cible, on partage les économies ou les dépassements de coûts selon les proportions établies. Puis le risque n'est pas tellement là, que l'entrepreneur, il a tout avantage, puis il a tout intérêt à terminer son chantier le plus rapidement possible, puis à réaliser des économies le plus possible. Là. Donc, le risque n'est pas tellement là de faire cette renonciation-là. Exact, parce qu'il va augmenter ses profits, puisqu'on se partage les bénéfices, absolument. Ça, et même les autres parties prenantes, pensons aux concepteurs, ben, eux aussi vont avoir intérêt à aider l'entrepreneur, dans la mesure du possible, évidemment, à finir son chantier le plus tôt possible. Donc, collectivement, on avance tous dans le même sens. C'est ça la force de ces modes-là. C'est le principe. Donc, il y a toutes sortes de déclarations de principes au départ, là, que tout le monde s'engage à collaborer, puis à tout aider ensemble, puis on prend des décisions qui sont dans le meilleur intérêt du projet, pas dans notre meilleur intérêt, dans le meilleur intérêt de l'une ou l'autre des parties. On regarde tout si tout à coup une décision fait en sorte que l'entrepreneur doit redemander une nouvelle conception, quelque chose qui désavantage, mais tant pis, le projet requiert ça, donc on le fait. C'est dans l'avantage de tous. C'est dans l'intérêt de tous, finalement. Et ce qu'on néglige beaucoup encore, puis il y a certains projets qui commencent à fonctionner selon ces modes-là. Ça demande un énorme changement de mentalité parce que c'est pas ça le principe. C'est la faute à qui? C'est qui paye? C'est pas moi, non, je paye pas. Donc, il faut se sortir de ça. Et on n'a pas l'habitude surtout de la phase de validation dont on parlait tantôt, d'établir et d'estimer le projet ensemble, d'aller beaucoup plus loin, puis d'avoir tout fait ça déjà ensemble. On n'a pas l'habitude de faire. On part toujours avec certaines réserves, on se cache des affaires, on espère que tout va bien aller. C'est pas ça aussi. On fait tout. Au départ, on se collabore à développer de meilleurs projets et à s'assurer qu'on va arriver avec un prix avec lequel tout le monde est à l'aise, dans lequel on a tenu compte de tout, tous vus, on pose des questions souvent, puis il va estimer les risques, on a regardé le tout, on a tout estimé ensemble. Donc, cette collaboration-là fait en sorte que ça élimine énormément des surprises possibles. Et c'est ce qu'on sous-estime. L'étape de validation va très loin. Tu sais, même pendant la phase de validation, les parties prenantes au contrat vont se répartir les responsabilités contractuelles. Donc, ils déterminent eux-mêmes qui est responsable de quoi dans le contrat. Et alors, c'est une collaboration qui va très loin. C'est plus le donneur d'ordre qui décrète, bon, ben l'architecte va être responsable de ça, l'entrepreneur, ça. Non, les parties prenantes trouvent la meilleure personne, the best man for the job, the best woman for the job, et s'attribuent comme ça des responsabilités. Donc, c'est assez inusité. C'est une révolution, vraiment. On part de... Par exemple, au départ, habituellement, on va soumettre une espèce de projet de contrat déjà, mais c'est une base, puis en phase de validation, ton équipe qui est là, tout le monde renégocie, puis rajuste, puis, en fonction de ce qu'on développe, puis de ce qu'on découvre, qui est le mieux placé pour prendre la responsabilité d'eux, en sachant que de toute façon, à moins d'avoir été négligent, à moins d'une faute lourde, essentiellement, de grossière négligence, tu ne seras pas responsable des conséquences, tu ne seras pas personnellement tenu responsable des conséquences de ta mauvaise exécution. Antoine, je ne veux pas changer de sujet, puis corrige-moi si tu avais d'autres choses à dire, mais je ne retrouve pas dans ton continuum la conception
construction progressive, qui est aussi un mode dit collaboratif. Est-ce que tu le mettrais en plein milieu entre ta ligne noire et rouge ou Non, je le mettrais plus dans une variante de la conception-construction encore, tout simplement. On le dit collaboratif, en fait, parce qu'on y ajoute justement des principes d'estimation à livre ouvert et autres, et on avance beaucoup, beaucoup la conception avec l'entrepreneur, avec le concepteur-constructeur, vraiment pour y arriver, pour qu'il lui permette de mieux estimer son prix, mais il en demeure pas moins que ça devient un prix forfaitaire. Et après ça, ça devient comme une conception-construction. La différence, c'est qu'on a fixé le prix plus tard. OK. Parce qu'une fois qu'on a fixé le prix, la collaboration s'arrête. C'est vraiment si tu t'es trompé dans ta conception, tant pis pour toi, c'est toi qui paye, c'est l'entrepreneur qui paye, c'est ton erreur. Puis là, la guéguerre commence ben non, c'est pas de ma faute, c'est toi qui n'es pas assez précis. Ben, voilà, les On enfants retourne dans les vieux patterns. ça reprend. Puis s'il est en retard, ben, tant pis si les coûts sont dépassés. Les coûts sont dépassés, c'est un prix forfaitaire. Qui est donc, oui, c'est une belle amélioration quand même. On commence justement, c'est une évolution. Peut-être en effet que je pourrais être plus généreux puis mettre quelque part entre mes deux flèches. Là. Il y a pour moi qu'il y a des principes. Pour moi, tant qu'il n'y a pas de renonciation à se poursuivre, on est pas pleinement dans le commun, on n'est pas dans le commun. Ça marche. Même si ça m'embête d'ailleurs dans le projet de loi 62 qui a été adopté, dont l'étude a été terminée en commission parlementaire. Je sais pas quelle. Il y a des gens s'excitent et pensent qu'il va peut-être être adopté cette semaine. Là. Je ne sais pas. Attendons voir. Modification apportée ou pas. Ce serait bien que ça le soit aussi rapidement que ça. Mais étonnamment, dans ce fameux projet de loi, c'est omis dans la description des caractéristiques des modes collaboratifs la renonciation se poursuit, qui est pourtant centrale, à mon sens. J'ai été assez étonné de ça. Je sais pas si c'était apporté, mais ce serait une modification intéressante à apporter parce que c'est l'élément qui change tout, qui change absolument tout le paradigme. Tant que tu partages des économies, des surcoûts, tu ne peux pas te partager des surcoûts si tu n'as pas renoncé à te poursuivre. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a personne qui va accepter ça. Je ferais ça. C'est vraiment le corollaire logique pour arriver au partage des dépassements de coûts que tout le monde conçoit que c'est juste dans l'effet sur les coûts, on va être pénalisé ou avantagé pour notre bonne ou mauvaise performance. Donc, voilà. Justement, on en a discuté, je pense, hors d'onde, Michel, déjà qu'il y a espoir que les avancées du projet de loi 62, des modifications qui sont portées à la LCOP, pourraient percoler jusqu'à la loi sur les cités civiles, qui serait une bénédiction, il me semble. Exactement. Attendons voir, mais on entend en tout cas des rumeurs qu'il y aurait peut-être des réformes législatives là, du côté de la loi sur les cités civiles pour la gestion contractuelle. Donc, attendons voir qu'est-ce qui se concrétisera ou qu'est-ce qui restera au stade de rumeur. Oui. Et justement, je peux dire que je parle un peu en connaissance de cause parce c'est moi qui représentais le Parc olympique dans son projet de remplacement de la toiture du stade olympique de Montréal. Et on a fini par conclure un contrat qui intègre la plupart des principes directeurs des contrats collaboratifs. Il est loin d'être parfait. Il y a des petits endroits où ça retrouve ici et là, mais on a mis en œuvre l'essentiel de tout ça, de partage, notamment de renonciation se poursuivre et partage des économies et surcoûts. Et donc, on est très curieux de voir comment tout ça va se développer, mais jusqu'à date, les échos sont excellents. Ça prend un changement de mentalité, évidemment, qu'on vit, mais qui est intéressant. Les mentalités s'adaptent. Ça fait quelques mois seulement, ça a été signé à fin février, donc c'est assez récent, mais on sent quand même que les acteurs finalement commencent à intégrer les principes. Mais ça évolue globalement, c'est bien. C'est plutôt encourageant. Intéressant. Merci Antoine pour ce cours. Bon, maintenant, allons-y pour la première question. Celle-ci provient du public. Madame Uga Barone, qui est conseillère principale, projet majeur d'immobilisation au service de l'approvisionnement de l'Université McGill, nous pose la question suivante. Elle rencontre des difficultés à mobiliser et recevoir des soumissions pour des projets de construction, mais particulièrement des grands projets. Quoi faire pour mobiliser les entrepreneurs à déposer des soumissions? Antoine, veux-tu te lancer à débuter la discussion étant donné ta grande implication dans des projets majeurs de différents organismes publics?
Ben, en fait, ça va recouper plusieurs des points qu'on a abordés, puis qu'on a touchés dans ce petit cours de Pro 101 là. Vraisemblablement, ce qui bloque ce qu'on entend comme étant la principale récrimination des entrepreneurs sur ces grands projets-là, c'est le risque qu'ils encourent à c'est des projets donc qui sont complexes, grands projets avec plusieurs éléments qui sont là, et c'est difficile pour eux de se commettre à déposer un prix forfaitaire là-dessus. Et donc, d'avoir aucune possibilité de gérer les risques qui sont là. Ils prennent tout le risque, puis s'ils se sont trompés, hop, la seule chance de récupérer leur bille, c'est de démontrer, il faut poursuivre le donneur d'ouvrage, puis démontrer qu'il y a une erreur du donneur d'ouvrage. On embarque dans des chicanes, des guerres. C'est de moins en temps. Des entrepreneurs, ceux qu'on entend, de moins en moins envie de subir ce risque-là et de prendre des risques de la sorte. Donc, tout ajout et toute augmentation de la collaboration entre l'entrepreneur et les donneurs d'ouvrage vont être de nature à faciliter et à stimuler le dépôt de propositions. Je parlais des modes collaboratifs pour les projets très complexes. C'est à peu près la seule façon dont les plus grands entrepreneurs ou les grands entrepreneurs vont envisager de réaliser ces projets-là de nos jours. C'est vers ça que ça s'en va. La déferlante des modes collaboratifs fait son œuvre et c'est vers ça qu'on doit aller. Donc, plus on a de droits d'information, plus on va diminuer l'incertitude des entrepreneurs au moment de déposer leur prix ou des conditions dans lesquelles ils déposent leur prix. C'est ce qui va restimuler tout à coup la réalisation de projets, de grands projets, qui va ressusciter leur intérêt, à mon sens. J'ajouterais à l'intervention d'Antoine pour répondre à la question de l'auditrice là, que pour mobiliser l'industrie puis améliorer ses chances de recevoir des soumissions, c'est essentiel de bien préparer le terrain en amont du lancement de son processus d'approvisionnement, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un grand projet. Et pour ce faire, là, moi, je propose deux démarches distinctes. D'une part, il y a ce qu'on appelle le sondage ou d'autres appellent ça l'analyse de marché. Le sondage de marché, d'autres appellent ça là, l'analyse de marché. Vous choisirez le mot qui vous convient le mieux. L'idée là, avec cette activité-là, c'est que ça consiste à recueillir de l'information de la part de l'industrie. Il est recommandé de non seulement interroger les soumissionnaires potentiels à votre processus d'approvisionnement, mais aussi les joueurs clés de la chaîne de sous-traitance de votre projet. Surtout là, en construction, hein, on sait qu'il y a beaucoup de sous-traitants impliqués. Lors du sondage de marché, il est de mise de recueillir les perspectives de ces acteurs, à la fois sur les conditions techniques de votre projet, mais aussi sur les conditions commerciales de votre éventuel processus d'approvisionnement ou juridique, comme l'a appelé là, tout à l'heure Antoine, commercial juridique, c'était la même chose. Oui, voilà, exactement. Bref, ce genre, ces perspectives-là vont vous permettre d'aller tester aussi quelques hypothèses que vous avez identifiées, dans le but évidemment de bâtir un contrat qui fait du sens pour vous comme donneur d'ordre, mais aussi qui se veut attrayant pour l'industrie. Quand on se lance dans ce genre de démarche-là, là, il est essentiel d'être bien préparé avant de se lancer dans le processus. Donc, il est de mise de préparer un questionnaire. Le fait de vous préparer un questionnaire va vous aider à ne pas oublier d'informations, hein, de recueillir l'ensemble des informations pour chacun des joueurs. Toutefois, malgré que je recommande d'être bien préparé, laissez aussi de la place à l'improvisation. Si votre interlocuteur vous amène sur un terrain que vous n'avez pas pensé, mais qui est fort pertinent pour votre projet, ben, permettez-vous d'en discuter puis creuser cet angle-là. Vous pourrez même, au terme de votre rencontre, décider de bonifier votre questionnaire pour vos rencontres subséquentes. Au terme de cet exercice-là, en fait, il est de mise de faire un rapport qui vient un peu consolider là, les perspectives recueillies de tous les acteurs que vous avez rencontrés. L'idée, c'est pas de dire dans ce rapport-là, l'entreprise X a dit ceci, l'entreprise Y a dit cela. C'est vraiment de faire ressortir les perspectives qui semblent faire consensus et celles qui font pas consensus dans le but de prendre les meilleures décisions par la suite. Faut savoir que dans le marché, là, le sondage ou l'analyse de marché, comme je vous dis, appelez-le comme vous voulez, ça peut être fait soit par un tiers, c'est-à-dire qu'on le donne à contrat, ou ça peut être pris en charge par le donneur d'ordre.
Personnellement, là, puis c'est une opinion qui se veut très personnelle, je favorise la prise en charge par le donneur d'ordre de l'exercice. Parce que le fait de participer aux échanges avec les gens de l'industrie, ça va vous permettre de saisir là, toutes les nuances des témoignages que vous allez recueillir. Puis ça va aussi vous permettre de pousser plus loin certaines discussions que vous n'avez pas anticipé qu'il allait avoir lieu. Puis lorsque c'est un tiers qui fait l'exercice, ben vous avez accès seulement au rapport final qui dresse qu'est-ce qui fait consensus puis qu'est-ce qui ne le fait pas. Donc, ça vous permet pas là, d'aller chercher toutes les nuances de la discussion auxquelles vous aurez participé si vous menez vous-même là, la démarche. Évidemment, comme dans tout processus d'approvisionnement public, on doit mener un tel processus là, en respectant les valeurs d'équité entre les concurrents potentiels puis d'accessibilité. Donc, le favoritisme n'a vraiment pas sa place, évidemment, dans une telle démarche. Et vous devriez recueillir les perspectives de tous ceux qui souhaitent participer à votre analyse de marché. Ça ne vous empêche pas toutefois d'aller solliciter directement des joueurs clés de votre industrie qui ne seraient pas manifestés autrement, mais ceux qui souhaitent participer, par exemple, suite à la publication d'un appel d'intérêt, je vous relaye vers l'épisode 2 où on en a parlé amplement. En fait, s'il y a des gens que vous n'aviez pas anticipé qui lèvent la main pour vous rencontrer, donnez-leur la chance là, de vous rencontrer et de vous offrir les perspectives. Donc, une fois que l'analyse de marché est faite, vous êtes prêt pour monter votre plan d'approvisionnement détaillé puis une esquisse des conditions commerciales et techniques de votre appel d'offres ou votre appel de proposition, là, dépendamment le processus d'approvisionnement que vous retenez. Il y a une deuxième démarche aussi que je recommande de faire. Qui s'inscrit après cette étape-là d'avoir monté là, un plan d'approvisionnement détaillé puis une esquisse des conditions commerciales et techniques. Cette étape-là s'inscrit tout juste, par contre, avant de finaliser vos documents d'appel d'offres, puis évidemment avant de lancer là, votre appel de qualification ou appel de proposition ou appel d'offres, dépendamment du chemin que vous prenez. La deuxième démarche que je propose, c'est d'aller présenter votre projet aux joueurs clés de l'industrie. Puis de profiter de cette rencontre-là pour aller tester votre stratégie d'approvisionnement. Justement, est-ce que je choisis le bon mode de réalisation pour faire du pouce sur notre discussion de tout à l'heure? L'industrie va vous donner du feedback là-dessus. Donc, plusieurs appellent cette démarche-là la journée de l'industrie. C'est une activité qui permet d'aller chercher l'engagement du marché envers votre projet. Puis vous devez donc faire dans le cadre de cet exercice-là, la journée de l'industrie, vous devez faire un genre d'exercice de marketing finalement pour vendre votre projet aux soumissionnaires potentiels. Vous devez aussi préparer le terrain d'une éventuelle mise en concurrence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est de mise de présenter votre mode de réalisation, comme je disais tout à l'heure, puis quelles seront à haut niveau aussi les conditions pour pouvoir accéder à votre marché. Ça va permettre aux entreprises de commencer à penser à former des équipes ou des consortiums pour participer à votre éventuel appel d'offres, appel de qualification ou appel de proposition. Plusieurs se limitent à ces deux objectifs-là lorsqu'ils organisent des journées de l'industrie. Toutefois, je recommande d'ajouter un troisième objectif, qui est d'aller chercher du feedback de la part des éventuels soumissionnaires sur votre stratégie d'approvisionnement, sur les conditions commerciales, voire même techniques, les plus sensibles de votre appel d'offres. Vous êtes allé avant recueillir les perspectives du marché. Vous pensez avoir compris ce qu'il voulait vous dire, mais par contre, souvent dans l'analyse de marché, on entend la chose et son contraire, donc on doit faire un choix. Ce choix-là, vous pourriez aller tester, voir, hey, j'ai-tu pris le bon choix? Donc, la journée de l'industrie peut vous permettre d'aller valider vos hypothèses. Donc, vaut mieux connaître évidemment la réaction de l'industrie à cette étape-ci du processus plutôt qu'en cours de processus d'appel d'offres. C'est plus facile à apporter des modifications à cette étape-ci. Pour revenir à la question donc de l'auditrice, la réponse des entreprises à la journée de l'industrie sera un bon indicateur pour elle là, de savoir si le marché a de l'intérêt pour son projet. Puis ça va être aussi une occasion en or pour elle là, de mobiliser les entreprises autour de son projet. Donc, voilà ce que je propose pour répondre à notre auditrice. Donc, Marie-Michel, c'est comme un exercice marketing. Il faut Exact, c'est un l'organisme public exercice de vendre son marketing. projet. Donc, séduisent les soumissionnaires. Exact. Puis après On ça, peut combiner ça avec oui. plus d'informations qu'il leur est donné pour diminuer leurs incertitudes. Là, on a une formule gagnante. Annelise, on entend souvent le fait que les organismes publics, les organismes municipaux ne payent pas vite.
est-ce que ça serait une raison pour le peu de soumissions qu'on reçoit? Est-ce que les soumissionnaires, les entrepreneurs, ils se disent non, moi, je ne bide pas sur un projet d'un organisme public ou municipal parce qu'il ne Ouais, paye pas ben, assez vite? euh, ben, je pense qu'effectivement, il y a des délais dans les paiements, à savoir si ce sont les organismes publics et les organismes municipaux qui payent mal. Je dirais pas nécessairement ça. C'est vrai qu'il y a des délais prévus au contrat. Par contre, je pense qu'ils sont pas toujours exagérés, là. Tu sais, généralement, quand on a l'ensemble de la documentation, quand toutes les approbations sont données, on parle d'un 30, 60 jours maximum, dépendamment des contrats, là, mais rien de majeur. J'ai l'impression que quand on parle du contrat forfaitaire, donc pour revenir sur ce que Antoine disait tout à l'heure, quand on parle du contrat de base qui est conclu avec l'entrepreneur, je pense pas que c'est là que ça achoppe, hein, les paiements qui sont faits quand on parle du contrat qui est déjà canné, les plans de vie que nos professionnels ont donné, des autorisations de paiement, puis tout est bien fait. Donc, là où je pense que des délais arrivent, c'est quand on parle de modifications contractuelles, quand on parle d'extra au contrat. Là, effectivement, mais premièrement, il faut justifier, il faut que l'entrepreneur dépose la documentation à savoir quels sont les prix qui sont soumissionnés, sur quelle base ils seront facturés, à qui la responsabilité de faire ces paiements-là. Puis nécessairement, est-ce que nos organisations ont donné toutes les approbations requises? Est-ce qu'on avait un comité exécutif ou un conseil municipal qui a approuvé ces modifications-là? Fait que là, quand on parle de modifications contractuelles, là, je pense qu'effectivement, les délais peuvent s'allonger. Dans un premier temps, je pense qu'il y a un grand travail à faire de la part de nos entrepreneurs à peaufiner leur présentation de demande de modification contractuelle, à venir bonifier les dossiers qui nous sont déposés. Parce qu'en fait, puis je parle pour mes collègues, mais je suis pas mal certaine que c'est le cas dans tous les organismes publics. Nous, ce qu'on gère, c'est de l'argent public, hein. Fait que c'est pas notre argent, c'est le trésor public. Notre obligation, c'est de s'assurer d'en faire une saine gestion, qu'elle soit bien dépensée. Mais au final, s'il y a de l'argent qui est dû à l'entrepreneur, on a tout intérêt, puis on a toute la volonté de payer cet argent-là à l'entrepreneur. Mais bien entendu, il faut qu'on ait la justification qui aille avec, puis qui nous permette de faire ces paiements-là. Fait que j'ai l'impression qu'il y aurait un petit travail qu'on pourrait venir faire de ce côté-là. Je pense pas nécessairement qu'on est-ce qu'on pourrait alléger certaines clauses? Ben, effectivement, Ville de Québec l'ont fait, hein, ils ont permis une accélération sur les autorisations de paiement, là, donc un Ouais. travail super intéressant qui a été fait de votre côté là-dessus. Oui, en fait, si je peux me permettre, ben, Oui. c'est ça, un des défis qu'on avait, comme Patricia vient de le dire, moi, je pense que là où c'est le plus long à payer, c'est vraiment ce qui concerne les avis de modification au contrat. Donc, en fait, on se rendait compte que la majorité de nos avis de modification au contrat devaient être approuvés par le comité exécutif. Un comité qui se réunit en temps régulier à toutes les semaines, donc ça va assez bien. Mais l'été, malheureusement, ce comité-là fait relâche là, pour plusieurs semaines. Et comme de fait, ben, la haute saison de construction, ça se déroule C'est pas l'été. mal ça. Donc, évidemment, on a regardé ce que la loi sur les cités et villes nous permettait de faire en termes de délégation et on a réussi à faire déléguer à des gens dans l'administration municipale, donc ne plus s'adresser finalement au comité exécutif, le pouvoir d'approuver les modifications de contrat. Donc, ce qui a fait en sorte qu'en temps régulier, on a diminué nos délais d'approbation des modifications de 2 semaines. Puis évidemment, ben, l'été, on a pu vivre avec la contrainte là, de la pause des rencontres du comité exécutif. Donc, ça a été très payant pour tout le monde, à la fois les entrepreneurs et même à l'interne là, pour améliorer là, les délais de paiement. Parce qu'évidemment, avant de payer, ben, il faut que la modification soit approuvée, là. Donc, ça va ensemble. Puis effectivement, même si on réussit à faire ces allègements-là ou à donner des délégations de pouvoir qui sont plus importantes à nos fonctionnaires, reste que dans tous les cas, il y a des allègements qu'on ne pourra pas faire. Donc, il va falloir veiller aux intérêts soit de nos sous-contractants ou aux intérêts même de la ville, de s'assurer d'avoir les quittances, d'avoir les bonnes explications, de s'assurer d'avoir toutes les pièces justificatives pour pouvoir effectuer les paiements, que c'est clair, puis que ben, ces documents-là contiennent pas de conditions. Par exemple, une quittance où il serait indiqué qu'elle est conditionnelle à la réception d'un paiement, par exemple, ce qui n'en fait pas une quittance. Donc, c'est sûr qu'il y a des délais.
ces délais-là peuvent être réduits, je pense encore, mais je pense que dans tous les cas, on aurait tout avantage à enseigner à nos entrepreneurs les exigences sur lesquelles on peut pas faire Pointé, là. Ouais, exact. Oui, Patricia, puis l'incompréhension des exigences peut avoir comme un effet domino aussi pour tout le processus d'approbation, de signature et éventuellement l'émission du chèque. Donc ça, l'entrepreneur peut spinner ça contre l'organisme public pour se dire qu'on Ah, paye pas vite. clairement, puis le discours est tout à fait valable, alors que ça ne devrait pas être le cas, alors que les procédures contractuelles, puis alors que les délégations de pouvoir, puis les autorisations de donner ces modifications-là doivent être données avant l'exécution des travaux. Ben, trop souvent, on se rend quand même compte que les travaux sont déjà faits. L'entrepreneur, lui, son discours va être celui-là. Moi, mes travaux sont pas faits, puis je suis pas payé. La ville en bénéficie, puis je suis pas payé. Mais malheureusement, les procédures contractuelles dans ce cadre-là n'ont pas été suivies. On court après des justifications, puis après ça, pour obtenir quand même les autorisations des instances appropriées. Puis ben, dans certains cas, on se retrouve avec des refus aussi de ces instances-là de faire ces paiements-là. Fait que de là déboule un paquet de litiges potentiels, Voire réel. Oui. voire réels, mais oui, de certaines causes qui ont eu Ville de Saguenay comme partie prenante dans les dernières années, effectivement. Panélis, c'est une autre raison peut-être à invoquer pour le peu de soumissionnaires. Est-ce que ça rapporte peut-être à nos documents d'appel d'offres qui sont assez volumineux? On parle de plus de 100 pages en construction. Est-ce que ça peut décourager l'entrepreneur Ouais. qui n'a peut-être pas une ressource rapide là, d'un point de vue légal pour passer à travers le document? Ben, je pense que dans le cadre d'un projet de construction avec lequel nos entrepreneurs sont habitués, ben, je pense pas, puis vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, mais je pense pas que c'est la brique nécessairement, là, cette fameuse brique qui est problématique. Nos entrepreneurs connaissent nos contrats dits normaux d'appel d'offres, là. Je pense que là où il y a un problème, puis c'est un problème qui est tout entier à l'organisme public, c'est quand cette brique-là ben, est truffée d'erreurs, qu'elle nécessite des éclaircissements, quand on publie des addenda, quand on fait des rémissions de plans en plein milieu d'un appel d'offres, des rémissions de devis, qu'on publie des bordereaux, tu sais, quand on donne à l'entrepreneur de la documentation qui est truffée d'imprécisions, mais là, je pense que ça devient difficile effectivement pour lui. Je pense que là, ça va désintéresser nos entrepreneurs parce que dans un contexte comme celui où qu'on connaît actuellement, nos entrepreneurs sont pas nécessairement à la recherche de travail, puis n'ont pas nécessairement de la main-d'œuvre qui ne travaille pas, là, qui poirote, merci. Ben, c'est sûr que quand ils ont le choix entre un projet bien ficelé ou un projet qui leur semble, si on parlait de transfert de risque, là, ou un projet qui est plus risqué de déposer un prix forfaitaire normalement, ben, je pense que le choix, ils vont se tourner sur un contrat qui est différent du vôtre, effectivement, qui sera pas le vôtre. Euh, mais je pense que généralement, quand on parle du document, quand c'est bien monté, quand le technique a fait son travail, quand le service d'approvisionnement a fait son travail, que tout ça c'est bien ficelé, bien préparé, lancé au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard, je pense qu'effectivement, c'est pas nécessairement la brique qui est problématique. Puis dans tous les cas, si c'est effectivement le cas, puis qu'on a des nouveaux joueurs ou des plus petits joueurs qui veulent s'intéresser au marché, euh, pourquoi pas aller consulter un avocat à l'externe pour se faire conseiller sur ces premières démarches-là. Ça pourrait être intéressant. Pourquoi les organismes municipaux non plus feraient pas une journée où ils présenteraient leurs documents à ces jeunes joueurs-là, puis leurs exigences génériques, là, tu sais, ce qui revient le plus souvent, comment monter leurs soumissions, à quoi on s'attend quand on reçoit une soumission d'un entrepreneur, comment s'inscrire au fichier fournisseur, comment être invité sur nos appels d'offres qui ne sont pas publics, comment accéder au SAO. Tu sais, des fois, c'est des technicalités quand c'est des nouveaux entrepreneurs. Mais là, c'est sûr que ça va impliquer des dossiers qui vont être un petit peu plus petits. Je l'espère que nos dossiers de projets majeurs, où là, on va vouloir des entrepreneurs qui sont un petit peu plus chevronnés. Absolument.
Faut savoir aussi que les marchés de construction, c'est un marché assez standardisé, là. Pour avoir passé dans différents organismes publics, je me rends compte que d'une place à l'autre, je reconnais beaucoup les clauses et conditions. Tu sais, bon, évidemment, il y a des petits écarts d'un endroit à l'autre. Alors, témoignant de ça, dans le fond, les entreprises qui font affaire avec un donneur d'ordre public A, B ou C, généralement, ils vont retrouver à peu près les mêmes clauses et conditions et vont être capables de se retrouver là, dans les contrats. Donc, même s'ils sont volumineux, comme c'est un marché qui est très standardisé, ben les points de repère pour les entreprises sont assez faciles, là, malgré les différents documents là, d'une municipalité à l'autre ou d'un organisme public à une municipalité. Donc, il y a un effort d'uniformisation, en effet, qui est fait. C'était le but de la création des agences d'infrastructure dans les diverses provinces canadiennes, du même au fédéral. C'était le but, d'uniformiser autant que possible les pratiques pour qu'un entrepreneur qui, tout à coup, sait qu'il vient réaliser un projet qui est sous l'égide de cette infrastructure Québec dans le temps de l'SQI maintenant, il connaît les documents, il a une bonne idée d'où ça s'en va. On ne réinvente pas la roue chaque fois. Même les principes contractuels, il y a des choses qui sont acquises d'une évolution contractuelle à une autre, des principes qui, OK, des façons de faire, des exceptions, toutes sortes de trucs, des modalités commerciales qui, bon, maintenant, sur la tendance du marché, parfait, elles vont être présentes dans des évolutions d'un contrat à l'autre. On ne sera pas complètement perdu. Mais, vous vous souvenez, si vous retournez sur un peu plus tôt dans le balado, quand on parlait du processus de sélection pour les modes alternatifs, oui, il y a quelques pages, puis quelques instructions, puis quelques détails, puis la proposition déposée, ce ne sera pas 3 pages, 8,5 par 11, recto verso. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dedans, mais ça fait partie, en effet, des exigences et c'est le corollaire de la complexité du projet. On veut s'assurer que les gens qui participent, quand le projet vaut plusieurs centaines de millions de dollars, ça peut pas se faire, ça peut pas être simple, malheureusement. Ça peut pas être aussi simple. On aimerait ça que ce soit tout simple. Puis on dit, tiens, parfait, fais-moi un prix, puis merci beaucoup, bonjour, mais non, il y a bien des conditions imposées. Mais cela étant dit, il y a quand même des exigences, c'est peut-être pas nécessairement dans les grands projets, là, dans ces plus grands projets-là, je les exclus du raisonnement, mais il y a potentiellement quand même des exigences qu'on est en mesure de venir retirer, qui sont superflues, qui apportent rien à l'appel d'offres, qui risque de causer une non-conformité d'un fournisseur, qui risque de le mélanger ou qui risque de créer des oublis. Tu sais, moi, quand je vois encore des gens qui demandent la liste de tous les addenda signés par le fournisseur ou tu sais, il y a certaines exigences qu'on est capable de venir retirer puis qu'on est capable de venir éviter de créer des situations qui seraient problématiques pour les Même j'irais plus loin dans l'exemple, là, en construction, hein, ça prend une licence RBQ pour être capable de faire des travaux X ou Y ou Z. Donc, pourquoi rajouter à ça que l'entrepreneur doit avoir 5 années d'expérience dans tel domaine? S'il y a une licence RBQ, ben, c'est parce qu'il a fait les tests nécessaires pour être capable d'œuvrer dans ce domaine d'affaires-là. Donc, n'allons pas trop loin non plus dans les exigences, là, surtout lorsqu'il est question de projets. Et puis évidemment, comme Patricia, là, j'exclus, je mets de côté les grands projets de mon discours. Là, j'ai oublié de le dire en introduction, mais pour les projets de base standard, des réfections, par exemple, de salle de bain, des réaménagements intérieurs de bureaux administratifs, tu sais, ça vaut pas la peine d'aller trop loin. On se coupe une concurrence, puis on se coupe même une possibilité que les entreprises se trompent en répondant parce qu'ils n'ont pas vu telle exigence qui est pas standard finalement. Qui n'est pas nécessaire, qui n'apporte pas de plus-value nécessairement au projet. Là. Exact. Panélistes, merci d'avoir partagé vos connaissances et expériences. Et Madame Barone, merci pour votre question, en espérant que le contenu de l'épisode saura vous aider dans vos processus d'appel d'offres en construction. L'épisode 4 tire à sa fin et j'espère, mesdames et messieurs, que vous avez apprécié le contenu et les échanges. Marie-Michel, Patricia et Antoine, merci de votre participation et votre contribution à valoriser la profession et démystifier certains aspects du métier d'approvisionneur. Un remerciement aussi à notre partenaire, Chaîne d'approvisionnement Canada. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement à notre chaîne et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions de questions
pour nos futurs épisodes à l'adresse courriel suivante: nationsupplychain@gmail.com. On se revoit à l'épisode 5, où nous parlerons de ressources humaines en appro avec nos panélistes Maggie, Gabriel et Alain. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William. Faites partie du mouvement et aidez-nous à valoriser la profession. Merci et à bientôt!